Bonjour à tous, bienvenue sur Lift Talk, le premier podcast dédié à l'univers du street lifting et de la force, où nous abordons des sujets tels que la programmation, la nutrition, les méthodes d'entraînement pour résumer tout ce qui peut vous aider à progresser sans limite, que vous soyez débutant ou confirmé. Nous sommes Marco et Victor, coach et compétiteurs dans le milieu du street lifting. Nous suivons des athlètes également en powerlifting. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter lors du podcast et à nous les poster en commentaire. Le podcast est sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, encore Spotify, Deezer, etc. Bonne écoute à vous. Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, avec Marco, on va vous parler d'un sujet qui va être très important dans tout ce qui est entraînement. Ça va être la fréquence d'entraînement et la répartition des mouvements de compétition dans la semaine. Comment vraiment en fait construire concrètement son programme en street lifting. Donc ça va toucher à tout ce qui va être mouvement de traction, dips, muscle up, également le back squat, puisque c'est un des mouvements de street lifting, même si c'est également un mouvement de powerlifting. On pourra faire des petits parallèles aussi avec le power, expliquer certaines choses, vu qu'on coach également un petit peu en power, on pourra faire des parallèles à ce niveau-là. Donc on va essayer de vous expliquer, selon nous, par rapport aux expériences qu'on a pu avoir de coaching et même de pratique pour nous-mêmes, les conclusions auxquelles on est arrivé sur les fréquences les plus intéressantes en fonction des mouvements, éventuellement aussi comment on répartit ça par rapport aux variations, aux assistances, etc. Typiquement, donc toi Marco par exemple, si t'as quelqu'un en gros qui vient te voir, qui te dit moi je peux m'entraîner, je sais pas, X fois, on va dire 3 fois par semaine, tu t'optes quoi un peu pour quels paramètres tu vas prendre en compte pour essayer de lui faire son programme pour du street lifting concrètement? Ouais, donc cas très concret dès le départ, une fréquence de 3 fois par semaine, c'est pas évident à agencer par rapport à 4 fois. Je lui ferai sans doute 2 fois les mouvements par semaine. Enfin, après, peut-être un entraînement dédié un peu plus push, un entraînement mix pull et push, et un deuxième également mixte. Mais c'est pas évident sur 3. Sur 4, c'est déjà beaucoup plus simple parce que en gros on fait les mouvements 2 fois par semaine. Entraînement 1 push, entraînement 2 pull, entraînement 3 push, entraînement 4 pull. C'est le truc le plus commun, et j'ai pas souvent affaire à des personnes qui peuvent s'entraîner 3 fois, même si j'en ai quelques-uns. Mais j'essaye de leur mettre quand même 2 fois, même si c'est pas optimal d'après moi, déjà 3 fois. Est-ce que tu voulais que je développe d'autres trucs par rapport à ça ou... Bah non, mais déjà c'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup tu mets en avant le fait que selon toi c'est on va dire, est-ce que pour toi, parce que du coup j'extrapole, mais pour toi en gros la fréquence optimale d'entraînement ce serait 4 fois par semaine. Ouais. Genre 5 ce serait pas plus intéressant par exemple? Alors oui et non, c'est une question un peu à la con, mais enfin une réponse à la con, excuse-moi. Non, c'est une réponse à la con. C'est que ça dépend vraiment des profils. Moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que les gens, on va dire, qui sont dans la norme, 4 fois, ça leur convient tout à fait. Après, il y a des exceptions, il y a des gens qui sont quand même plus ou moins doués. Et c'est vrai que les gens doués, ils ont plus de facilité à encaisser un gros volume d'entraînement, et donc pourquoi pas 5 entraînements par semaine, ça peut être intéressant. Ça dépend aussi de leurs antécédents, etc. Bon, ça c'est encore autre chose. Et puis aussi, je dirais que les femmes peuvent encaisser un volume d'entraînement plus important également. Donc c'est un peu les deux cas de figure pour moi qui ressortent. Mais dans l'immense majorité, 4 fois par semaine, c'est l'idéal. Ouais, c'est idéal. Moi, je suis assez d'accord pour les femmes, pour qu'elles arrivent à tenir une plus grosse fréquence en général, à soutenir un plus gros volume total sur la semaine. Après, tu vois, je suis plus nuancé pour les gens qui sont doués en général. Moi, par exemple, tu vois, je me considère comme relativement doué. Je suis pas le summum du mec doué, mais je suis quand même relativement doué. Et je sais que pour le coup, tu vois, je me crache assez vite. Et j'ai du mal à cumuler des gros volumes, des grosses intensités. Et je sais que tu as pas mal de mecs qui ont mon profil, tu vois, qui sont assez bons sans être extraordinaires non plus, naturellement, on va dire, et qui ont un peu ce même phénomène-là de pas pouvoir
cumuler tant que ça finalement, tu vois. Je trouve que c'est pas tellement... vraiment, moi, ce que je définis le plus, généralement, ça pareil, c'est un truc d'expérience, t'es d'accord ou t'es pas d'accord, mais en gros, tu vois, je trouve que t'as des gens qui sont un peu plus faits vraiment pour endurance, en général, de Ouais. manière innée. C'est un spectre, c'est pas t'es fait pour l'endurance, t'es fait pour la force, c'est toujours un spectre, et c'est un peu où est-ce que tu te situes sur le continuum. Est-ce que toi, naturellement, t'arrives à faire des séries de 20 tractions, mais par contre, dès qu'on t'ajoute 15 kilos entre les jambes, t'arrives plus à en faire 2-3 propres. Bon, bah, typiquement, c'est que t'es déjà plus fait pour l'endurance, on va dire pour l'aspect street, et même l'endurance d'un point de vue cardiovasculaire, quoi. Tu vois, les mecs qui arrivent à bien cavaler et tout, qui sont forts là-dessus, et par contre, tu leur mets 60 kilos au bench, ils ont l'impression qu'ils vont se faire guillotiner, tu vois. Et je trouve que bah, typiquement, ces profils-là, ils arrivent hyper bien à récupérer, à encaisser des volumes de ouf. Donc, eux, ça peut être intéressant d'opter pour des programmations. Bah, tu vas avoir plus d'entraînement par semaine, etc. Et par contre, les mecs qui sont plus naturellement portés et doués pour la force, et ben, je trouve que eux, tu vois, ils ont tendance à beaucoup plus se cracher rapidement. Et c'est là aussi où c'est intéressant, on en avait parlé dans notre podcast sur la récupération, mais c'est intéressant justement de, pour ces gens-là spécifiquement, inclure également une petite séance, ou en tout cas de vraiment leur donner l'indication de chercher à avoir du travail cardio de fond. Mais tu sais, pas un travail cardio, leur faire des trucs de malade, tu vois, mais un peu d'endurance fondamentale et tout, pour développer Ouais, la capacité justement. zone 2 quoi. Ouais, exactement, c'est ça. Un truc qui Et, empiète pas sur la récup, mais qui permet de travailler cette capacité de travail, quoi. ok. Et puis, ce dont on pourrait aussi parler, c'est, bah, forcément, enfin, ça paraît plus évident, mais le niveau de la personne. Ouais, bien sûr. Un débutant est pour encaisser plus de volume. Et puis, il y a aussi un facteur âge. Plus tu avances dans l'âge, moins tu pourras encaisser de volume. Il y a ça aussi. Et puis, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, bah c'est intéressant parce que tu sais, souvent on dit justement que les débutants ils tolèrent pas le volume. Encore ce matin, tu vois, quand, quand je marchais là, et ben j'écoutais un podcast et justement, bah, il était dit dans ce podcast que les débutants ils toléraient pas bien le volume, qu'ils pouvaient pas s'entraîner beaucoup de fois dans la semaine, etc., etc. Et en fait, bah, moi je trouve d'expérience c'est totalement l'inverse. Si tu, Ouais. évidemment, c'est toujours une question de si tu gères bien l'intensité, etc. Mais c'est en fait les mecs, vu que justement ils n'ont pas du tout la capacité d'utiliser leur plein potentiel, d'explorer vraiment tout ce qu'ils peuvent faire, et ben chaque séance elle est tellement en deçà de ce qu'ils peuvent faire réellement, vu que bah, ils sont bridés naturellement par leur incapacité à explorer leur potentiel, que du coup tu peux justement te permettre de les faire reproduire un certain effort. Tu peux leur faire refaire des mêmes mouvements, même si c'est des mouvements qui sont assez taxants, même du soulevé de terre, tu vois. Moi je sais que des débutants, je peux leur faire, s'ils s'entraînent 3 fois par semaine, je peux leur mettre 3 fois du terre par semaine, tu vois, par exemple. Un mouvement qui est pourtant super taxant, typiquement. Ouais, ouais, bah, Ouais. je suis d'accord avec toi, hein. Et puis, il y a un autre truc qui m'est venu aussi, c'est le poids de corps. Oui, Bah, ça rejoint aussi les femmes, on va dire, vu que la plupart des femmes sont assez légères. C'est aussi pour ça qu'elles récupèrent mieux. Mais mm, les athlètes dans des catégories hautes en termes de poids, ils récupèrent forcément enfin ils mettent plus de temps à récupérer que les athlètes qui sont légers. Parce que il y a un stress plus important au niveau surtout articulaire, et c'est aussi pour ça qu'il faut, enfin moi je ménage beaucoup plus les poids lourds entre parenthèses que les poids légers. Mais ouais, bah, et puis pour les débutants, moi ce que je fais souvent, alors là c'est plus là on sort du street lifting, mon musculation leur fait souvent moi des full body fois 4 par semaine, quoi. c'est exactement la manière dont je procède aussi. Ah, c'est parce qu'il faut se dire que de toute façon, quand on est dans un objectif muscu, qu'on veut développer sa masse musculaire, moi vraiment le schéma de pensée que j'ai, c'est globalement en fait que tu veuilles prendre de la force ou que tu veux prendre du muscle, les objectifs ils sont hyper interconnectés parce que quand tu veux prendre de la force, bah, le bon plan à long terme c'est de prendre du muscle, et quand tu veux prendre du muscle, bah, le bon plan à long terme c'est de prendre de la force. Donc forcément en fait c'est quasiment, j'entraînerai à peu de choses près les deux objectifs de la même manière. Évidemment ça dépend sur quoi tu veux prendre de la force spécifiquement, etc. Mais quand tu veux prendre du muscle, eh ben, il faut que tu sois plus fort, parce que si tu es plus fort, tu arrives à utiliser des charges plus lourdes sur les exos que tu utilises, du coup tu arrives à appliquer un stress plus important à tes muscles, donc tu as une plus grosse réponse, et du coup on en revient à la même logique de bah, qu'est-ce qu'il faut pour prendre de la force. Il faut être plus effectif sur ses mouvements,
pour être plus effectif sur ces mouvements, bah, c'est comme n'importe quoi, tu vois. Si tu fais de la boxe, tu boxes une fois par semaine, tu n'auras pas une belle gestuelle. Tu auras une belle gestuelle au bout de je sais pas combien d'années, tu vois. Alors que si tu boxes 3, 4, 5 fois par semaine, bah, tu vas répéter beaucoup plus de fois au total par semaine les coups, la gestuelle, les mouvements, les déplacements. Donc en un temps beaucoup plus restreint, bah, tu arriveras à avoir une boxe qui sera beaucoup plus propre. C'est exactement pareil pour les mouvements de muscu, notamment en street, quand on a des mouvements comme muscle up, etc., qui sont des mouvements hyper complexes, hyper compliqués, où il y a beaucoup de notions à prendre en compte, et ben plus tu les répètes, plus tu arrives à être technique dessus, et après bah, du coup tu peux surcharger davantage, appliquer des plus gros stress, donc c'est ça qui est aussi hyper important à prendre en compte. Ouais, Typiquement pour des objectifs de prise de muscle, c'est intéressant, la fréquence aussi, quoi. C'est intéressant. De quoi? J'ai pas entendu ce que t'as dit avant. Même pour des objectifs de prise de muscle, d'avoir une logique de fréquence, voilà. C'est souvent, tu sais, c'est ce qu'on disait, on avait dit ça dans je sais plus quel podcast, que tu sais, la logique bro split, tu fais ta muscu, tu fais tes pecs, tu fais ton coucher une fois par semaine, tu fais tes épaules une fois par semaine, tu fais ton développé militaire du coup, etc. etc. quoi. Ouais. Ok. Et puis, donc ça, c'est pour la fréquence. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour pour la fréquence hebdomadaire? Bah, niveau fréquence hebdomadaire, ouais, j'aurais pas tendance à dire. Toi, du coup, euh, t'es assez fan donc de 2 fois par semaine, tout exo confondu. Ouais. Genre traction, dips, muscle up, squat. Ouais. Ok. Moi, je sais pas trop dans quelle mesure, parce que les gens que j'entraîne en street sont assez peu nombreux. J'entraîne beaucoup plus de gens en power et en muscu. Donc je pense sur le street, tu auras un meilleur recul que moi sur ça. Mais moi, après, du coup, la manière dont je m'entraîne sur le street, j'ai pas tendance à entraîner tant de fois les muscle-up que ça. Vu que les tractions, c'est un pattern qui est assez similaire, c'est déjà du tirage, c'est sur le même axe, c'est le même angle, et également, mais ça c'est vraiment adapté à mon profil, mais c'est pour que vous ayez un cas de figure, et ben j'ai tendance assez rapidement à avoir des douleurs au niveau des coudes, et que le street est une pratique, une activité physique qui met énormément de stress sur les coudes. On a 3 mouvements du haut du corps qui sont super sollicitants pour les coudes, et le back squat qui peut également engendrer de douleurs au niveau des coudes. Donc moi typiquement ma stratégie, bah, c'est de dipser environ 2 fois par semaine, d'avoir une traction, enfin une séance où j'ai des tractions et une variation, genre des chest to bar ou quoi. Et muscle up, j'en fais une fois tous les tous, tous les voilà. En fait, je vais vraiment travailler mon pull généralement à mort, essayer de travailler comme j'ai dit des chest to bar pour travailler ma capacité à tirer haut. Et en fait, les muscle up, je vais réussir à les inclure assez proche des compétitions parce que je me rends compte que j'ai du mal en fait à être performant et pas me faire mal sur mes dips, sur mes tractions, sur mes muscle up. Vu que j'ai plus de points à gratter sur les dips, et ben je préfère perdre sur les muscle up quelques kilos, mais pouvoir m'entraîner à fond sur les dips et tractions que de risquer de essayer de tout donner pour augmenter de 5 kilos mes muscle up et d'en perdre 7 et 7 sur les tractions et les dips quoi. Ouais, bah... Après ça c'est un cas de figure. Voilà. Bah après, tu sais, plus ça va en fait, et moins je mets de volume sur les muscle-up. Et il y en a certains d'ailleurs qui sont surpris. Et c'est une bonne stratégie, surtout quand l'athlète il est intermédiaire confirmé. Surtout quand il est confirmé, c'est vraiment pas nécessaire de faire beaucoup de volume. Moi, typiquement, tu vois, un top 7 avec 2 séries, ça suffit largement pour ouais, bien sûr. Ouais. des séances pool, en tout cas. Mais donc du coup, plus ça va et plus j'affine le volume et l'intensité par rapport à ce mouvement-là. Et effectivement, je me rends compte que de toute façon, en plus de ça, que c'est un mouvement très stressant, comme tu l'as dit, sur les articulations et pas que les coudes. Hein. Il y a aussi les poignets qui morflent vachement. Donc bon après ça même les épaules, faut avoir tout un travail de renforcement aussi à côté, mais ouais donc et puis pour la fréquence il y a aussi d'autres façons de faire parce que là on est parti du postulat que on programmait sur une semaine, mais par exemple il y a des personnes je sais pas, leur semaine elle va durer 10 jours on va dire, et peut-être qu'ils vont faire tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est ce que je fais ouais. Typiquement. Donc comment tu fais, Victor? Bah alors après moi c'est franchement là si tu veux réussir à perdre les gens, c'est le meilleur moyen de me demander comment je fais. Parce que moi j'ai une façon de m'entraîner, les gens ils peuvent pas comprendre si tu veux. Moi en fait
T'es le J'ai Michael commencé à Gundil du streetlifting. Mais gros, mais vraiment, mais tu sais, faudrait que les gens ils se posent et franchement, même je leur expliquerai. Même moi, en fait, j'ai du mal à expliquer parce que même moi, je saurais pas très bien expliquer ce que je fais. Non, mais en fait, c'est pour faire simple, pour expliquer la genèse de comment j'ai fait. À la base, je faisais un truc classique, c'est-à-dire tel jour, tu fais telle séance. Le format classique sur une semaine. Voilà, tu sais que, bah, tu sais, comme en muscu classique, je sais pas, le lundi, tu fais tes pecs, le mardi, tu fais ton dos, machin, etc. Donc voilà, t'as tel jour est associé à tel entraînement, et dans cet entraînement, il y a telle suite d'exercices, et c'est relativement fixe. Après, évidemment, les formats, les charges, les répétitions, tout évolue, etc. Mais le carcan est fixe, en gros. C'est à l'intérieur que ça change. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que bah, il y a 2 ans, ouais, c'est ça, début 2021, j'avais fait une sèche. Une sèche hyper vénère. J'étais vraiment descendu très bas. J'avais atteint des pourcentages body fat qui étaient quand même vraiment faibles. C'est-à-dire que là, par exemple, je fais 83,5 kg de poids de corps. Je reste quand même relativement sec. Et à cette époque-là, je pense que je faisais de mémoire 76,5, 76,5 kg, je pense. Donc j'étais vraiment, j'avais cut de ouf. Donc au début de ma sèche, tout allait bien, j'avais réussi à maintenir donc cette méthode d'entraînement qui est classique, tel jour égale tel entraînement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, avec la chute de mon énergie qui se faisait, et ben c'est que j'arrivais plus à suivre ça en fait. J'arrivais plus à suivre mes entraînements et je devais vraiment réagir en mode là c'était le jour, je me sens comme je me sens là, par rapport à ma journée de travail, par rapport à ce que j'ai fait, etc., etc. Et ben, il faut que je m'entraîne en fonction de l'énergie que j'ai à l'instant T. Donc c'est là où c'est marrant parce que tu disais Michael Gundy, donc c'est un peu cette image qu'on a, tu sais, de en gros s'entraîner en fonction de la forme du jour, on va dire, tu vois. Sauf que là, bah, c'était ça, tu vois. Je choisissais, je me disais, ok, là je sens que j'ai suffisamment récupéré par exemple des jambes, je peux refaire du bas du corps, je vais me chauffer sur tel exercice, je vais voir comment je me sens sur cet exercice là, ok je peux le faire, je peux pas le faire, en fonction de si je suis vraiment, enfin je peux faire ou pas ce que j'ai prévu en tout cas, tu vois. Et après bon, je me suis quand même un peu écarté de ça parce que bah, j'ai remangé, etc. Mais je me suis rendu compte quand même que bah, ce qui se passait c'est que j'avais vu que j'ai une activité qui est physique entre guillemets à côté, on fait du coaching, etc. en présentiel, donc c'est un peu physique entre guillemets, ça peut te fatiguer, etc. Et que bah, je pouvais avoir des douleurs à certains endroits. Et donc en fait, je me rendais compte que bah, je pouvais parfois pas suivre d'une semaine à l'autre un plan d'entraînement fixe. Même si j'avais pas une fréquence qui était démesurée, je m'entraînais comme on le préconise en ce moment, ce qui me paraît d'ailleurs très très judicieux, à peu près 2 fois par semaine les mouvements de compétition. Mais je me rendais compte que parfois, resuivre à chaque fois la même logique, ça fonctionnait pas. Donc j'ai dû réadopter cette même logique de m'entraîner de manière plus dynamique. En gros, plus dynamique dans le sens où bah, l'entraînement il variait, les contenus de séance variaient vraiment beaucoup. Et en fait, bah, j'ai gardé depuis cette époque-là, donc ça fait 2 ans que je m'entraîne comme ça. En fait, là, je pourrais pas dire vraiment ce que je vais faire la fois d'après, etc. Je sais que généralement, j'alterne à peu près à chaque fois un entraînement du haut du corps, un entraînement du bas du corps. Moi, j'ai plus cette répartition-là. Après, c'est une question d'appréciation. Voilà, on peut débattre là-dessus, tu sais, de dire, ouais, tu fais ton pull, donc c'est vrai que ça peut être intéressant. Tu fais tes autres tirages, ensuite tu fais ton push, tu fais tes dips avec tes squats. Après, moi, vu que j'ai un entraînement où je max aussi pour le power, et ben, je fais du soulevé de terre, et du coup, je le mets avec mon squat, parce que soulevé de terre avec les tractions, ça fait pas bon ménage en général. Donc, je fais mon soulevé de terre avec mon squat, et je les match les deux ensemble. Et après, bah pareil, parfois, j'arrive même pas à faire mes tractions et mes dips ensemble, parce que mes coudes, ils se morflent un petit peu trop. Donc bah pareil, en fonction de comment je me sens, je fais mes dips, je me chauffe sur mes tractions. Bah, si j'ai mal au coude sur mes tractions, je les fais pas parce que je sais que ça va me faire accumuler des tensions et que ça va pas être bon pour la suite. Et si je peux, bah je le fais, en gros. Donc c'est vraiment très dynamique à ce niveau-là. Et après je fais des variations et des assistances, pareil, à la carte en fonction de j'ai plus ou moins mal. Si j'ai mal, bon bah je vais faire des exercices qui vont être tournés par rapport aux douleurs que j'ai pour justement prévenir et limiter ces douleurs et me renforcer malgré tout. Donc c'est vraiment très très dynamique. C'est pour ça que voilà, je t'ai dit là, on peut faire un podcast sur comment je m'entraîne. C'est que même moi, j'ai du mal à vraiment l'expliquer. Hein. Je me suis senti super flou dans mon explication, mais pour donner un peu l'idée. Non, mais on a compris que tu t'adaptais en fonction de tes problématiques du moment à un instant T. Et voilà, tu recalibrais en fait en permanence. C'était pas un truc figé où tout était planifié d'avance. Quoi. C'est exactement ça, ouais. Mais je n'encourage pas, Oui. pas du tout à faire ça, hein, vraiment. Ouais, C'est ça, vraiment.
C'est parce que pour faire ça, il faut vraiment une compréhension de soi Voilà. et voilà, qui est vraiment assez aboutie. Parce que Et toi, tu franchement, t'entraînes depuis combien de temps là maintenant, Victor? bah moi, ça fait 11 ans. 11 ans que Oh, je m'entraîne. Voilà. ouais, donc Donc, t'as 40 ans là cette année, hein. c'est moi le plus vieux du podcast. On penserait pas comme ça, mais Bah ouais. Bah tu fais quand même beaucoup plus vieux que 40 ans. Moi, je t'aurais donné 45, 47. et encore t'es gentil parce qu'on m'en donne souvent plus, mais ça me fait plaisir. C'est lié à mes passe-temps annexes, tout ce qui est pétanque, Ah oui, c'est vrai. musique française, etc. Voilà. Ah ouais, d'où la pétanque. Maintenant, je fais bien le rapprochement. La Donc logique. ça, est faite. c'était la répartition dans la semaine et en gros la fréquence des mouvements qu'on va faire. Et tu voulais parler ensuite de l'intensité ou t'avais un autre, il y avait autre chose avant l'intensité. Non, mais après même, je trouvais ça intéressant, c'est ce que tu disais juste, parce que j'y repense sur les muscle-up, c'était hyper intéressant, parce que je me rappelle justement, et là du coup je veux qu'on fasse un petit aparté programmation muscle-up, mais je me rappelle qu'avant toi tu planifiais, Oui. c'est ça, tu faisais faire beaucoup de volume sur les muscle-up. Alors oui, parce que justement j'ai encore un énorme retard sur les muscle-up. Et en fait, Ouais. j'étais complètement débutant sur le muscle-up, donc on essayait aussi d'accumuler du volume de la fréquence pour que j'intègre plus facilement la technique. Et ce qui a fonctionné dans une certaine mesure, mais ce qui m'a aussi peut-être aussi un peu limité sur les tractions, mais on a fait ce choix d'orienter plus, faire le focus sur les muscle-up. Et ça a plutôt bien fonctionné. Et alors que maintenant, je fais ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que je fais beaucoup moins de volume et ça marche aussi. Ouais, parce que c'est vrai que ça faisait un moment que je t'avais pas vu mettre des stories muscle-up, et je me disais, putain, est-ce que le mec a abandonné les muscle-up, tu vois. Non, Avant, je te non, voyais faire 7x3 élastique, truc, machin, et je me disais, ouais. putain, je vois plus ces stories de malade où tu fais 10 séries de muscle-up, là. Non, je fais toujours des muscle-up, mais du coup là, je peux me permettre de réduire un peu l'intensité et augmenter plutôt Ok. le volume. Et ça prend bien. L'inverse plutôt, Oui, diminuer ouais. le volume, augmenter l'intensité. Et ça, Et oui, ça ça prend bien. fonctionne bien. Après, j'ai encore une problématique qui m'est propre, c'est que vu que je suis assez lourd en poids et que je suis aussi pas hyper sec non plus, du coup ça et que j'ai appris le mouvement très tard, Hmm. tous ces facteurs-là cumulés font que j'ai énormément de mal à m'en sortir. Et faudrait, Hmm. pour débloquer la situation, et ça je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est que je fasse une sèche, que ce que je suis en train de faire, enfin une sèche, une perte de gras, de au moins aller 5 kilos, pour justement Ouais. engager, en fait, avoir une bonne dynamique, lancer réellement mes progrès sur ce mouvement-là. Et ce qui peut aussi arriver chez certaines personnes, c'est courant d'ailleurs ça, dans les catégories hautes en poids de corps. Ouais, bien sûr. On voit que souvent c'est le truc qui est limitant, hein. Même, je sais, quand on avait vu les championnats de France, sur les grosses KT, il y avait des mecs qui n'avaient pas passé les muscle-up, hein. Non, Ouais, parce que c'est le truc qui est vachement limitant. Pour faire un muscle-up strict, quand on ouais, dépasse je sais pas, je 95, dirais, ouais, même 90, tu vois, j'aurais dit même. ouais. Qu'on dépasse les 90 kilos, déjà, ça fait, c'est une sacrée demande, hein. Mais c'est vrai que je me demandais justement comment tu faisais, parce que c'est vrai que vu que tu as diminué le nombre de séries, le volume et tout, niveau technique, c'est vrai que ça doit modifier un petit peu la donne sur l'apprentissage. Du coup, vu que la technique, je l'ai quand même bien améliorée depuis, Ouais, bien sûr. la technique est fixée et j'ai plus besoin d'un gros volume, en fait. Ok, ouais. Mais c'est intéressant parce que moi, c'est vrai que vu que je planifie les muscle-up vachement, comment dire, par-ci par-là, je les fais pas du tout tout au long de l'année vu que ça me fait souvent, dès que j'essaye d'en rajouter, quand tout va bien, quand j'arrive à fixer, que j'ai pas de douleur au coude, quand je fais traction, dips et squat et que j'envoie de l'intensité dessus, dès que je rajoute des muscle-up, même si j'en mets pas tant que ça, assez vite j'ai mal. Donc c'est vrai que quand je te voyais faire tes 10 fois je sais pas combien, je me disais putain, le mec est monstrueux quoi. Il fait 10 séries, il a des coups en béton cet enflure, que moi je me pète Bah, en deux à chaque fois. Après, c'est aussi ça, on est tous différents, on n'est pas tous égaux par rapport aux blessures Ouais, c'est vrai que bon, j'ai de la chance, on va dire, à ce niveau-là, surtout
vu mes années de pratique et mon âge, même si voilà, tu vois, j'ai pas 60 piges, mais j'en connais pas beaucoup des mecs de mon âge qui ont aucune douleur, et ce qui est mon cas, hein. J'ai pas de douleur. Enfin, j'ai des petits bobos comme ça de temps en temps, mais c'est normal. On fait du sport. D'ailleurs, j'en parlais encore tout à l'heure, et ça, c'est important de le souligner. Si vous faites du street lifting, et ça pourrait carrément être le sujet d'un nouveau podcast, c'est est-ce que on peut dire que c'est un sport santé? Enfin, est-ce qu'on peut intégrer la notion de santé dans le street lifting? Moi, personnellement, actuellement, dans l'état actuel du sport, non, clairement. Et du coup, bah forcément, on s'expose à des petits bobos, des petites douleurs, etc. de temps en temps, parce que c'est un sport de performance. Et voilà. Si vous voulez prendre soin de votre santé, faut plutôt faire de la musculation santé, quoi. Bah après, faut catégoriser Oui. ce qui permet de dire que une activité est une activité santé ou pas, quoi. Parce qu'après, c'est toujours le but que tu as derrière, tu vois. Si tu fais du street, tu vois, comme tu as dit, musculation santé, si tu fais du street santé, c'est le même principe, tu vois. Ouais. Non, t'es pas d'accord? Si, je suis qui met du stress. Si. Non, je suis d'accord avec toi, mais souvent, quand même, c'est un sport où les gens ont vraiment cette envie de se dépasser, de faire des compétitions la plupart du temps. Donc, bah voilà, hein, ça engage tout ce que j'ai dit auparavant. Donc, c'est beaucoup plus risqué, quoi. Ça, c'est sûr. Mais après, c'est vrai que ça, c'est en faisant un aparté sur... parce que ça rejoint aussi le sujet du jour, mais quand on avait fait le podcast sur la fluctuation de l'intensité, eh ben, on expliquait qu'il est hyper important de pas forcément chercher à tout prix à finir tous ces blocs RPE 9, RPE 10, etc. De éventuellement se laisser de la marge sur les formats et que parfois on arrive en fait à rester RPE 8, 8,5 en fin de bloc et à déporter et à quand même gratter des kilos et en gardant quand même la même intensité fin de bloc. Donc ça c'est royal. Et c'est vrai que parfois tu as des mecs qui veulent à tout prix aller chercher encore plus. Parce que forcément, si tu vas chercher un plus haut RPE, a priori, c'est synonyme que tu vas chercher une performance plus haute en fin de bloc. Sauf que le problème, c'est que niveau longévité et santé, ça, typiquement, c'est hyper délétère. Parce que plus tu es sur des très très hautes intensités, plus tu augmentes vraiment de manière très importante ton risque de blessure. Je dirais que tu vois entre 7 et 8, t'augmentes pas trop, RP7, RP8, t'augmentes pas tellement que ça ton risque de blessure. Entre RP8 et RP9, déjà là ça commence à pas mal grimper, c'est pas du tout linéaire en fait. Et entre RP9 et RP10, là ça devient déjà, tu t'exposes beaucoup plus. Ah, je suis hyper d'accord avec toi, et puis il y a la dégradation de la technique qui va forcément avec. C'est ça, c'est ça. Parce que de toute façon, tu es obligé d'avoir une dégradation technique. Vu que pour pas avoir de dégradation technique, il faudrait pouvoir t'entraîner en fait RPE 10 tout le temps pour justement travailler ta technique quand tu es à des intensités pareilles. Sauf que c'est pas possible. Donc nécessairement, quand tu arrives à ces intensités-là, tu as une dégradation technique qui peut être synonyme de déclenchement d'une douleur, etc. Mais de toute façon, comme on disait, pour réguler en fait le nombre de séances par semaine, ça après, déjà ça dépend de votre planning. Combien de séances vous pouvez faire par semaine pour définir un peu la répartition, la fréquence. Ça dépend vraiment de à quel point vous pouvez vous entraîner. Donc comme disait Marco, 4 entraînements par semaine, c'est vrai que je trouve que c'est un très très bon compromis. 3, c'est déjà, je trouve que 3 c'est déjà très bien. 4, c'est le must. Et quand on passe à 5, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et 5 ça peut être peut-être un petit peu mieux pour certains. Et ça peut peut-être être moins bien pour d'autres en fonction de les horaires que vous avez dans votre semaine, votre vie de famille, à quel point vous arrivez à récupérer votre profil, etc. Passer de 4 à 5, déjà, ça peut être plutôt problématique que l'inverse. Souvent. Donc 4 entraînements par semaine, c'est un très bon compromis en termes de nombre d'entraînements. Ensuite, la répartition, comme on disait, 2 fois par semaine les mouvements de compétition, en en manageant le volume en fait, parce que 2 fois par semaine ça peut tout et rien vouloir dire, parce que on peut très bien faire 2 fois par semaine, comme on disait tout à l'heure, faire 10 séries de muscle up entraînement 1, faire 8 séries de muscle up entraînement 2, ou bien faire, comme disait Marco, un top set, 2 back off, et donc en gros 3 séries, et 3 séries ça fait 6 séries sur la semaine. Donc c'est aussi cette logique de compter le volume en nombre de séries, pour essayer de voir un petit peu comment on représente ça, et de voir aussi du coup quel est votre profil
Typiquement, pour le muscle-up, qui est un mouvement hyper technique, passer comme Marco par une phase de accumulation du volume, quitte à mettre un petit peu de côté les autres mouvements, parce que si vous faites des compétitions, et ben de la même manière que moi, peut-être que vous n'avez pas 40 000 kilos à gagner sur le muscle-up, mais de la même manière que Marco, si vous passez pas le muscle-up, c'est zéro. Vous ne pouvez pas faire de compétition. C'est un peu le mouvement éliminatoire. Donc il faut au moins passer une perf minimum en muscle-up strict. Donc forcément, si on n'a pas encore le muscle-up strict, passer par une première phase où on va peut-être accumuler pas mal de volume, chercher à monter sur beaucoup de séries, répéter, les stratégies qu'on a pas mal en haltérophilie. Et après, une fois que vous l'avez acquis, travailler un peu plus sur des aspects force, etc., avec des mouvements qui permettent de transférer, comme des tractions, variations de traction, genre du chest to bar par exemple. Toi, je sais que tu te mets du chest to bar là, t'as commencé à faire un peu de chest to bar il y a quelques mois là. Ouais, mais du coup, j'ai retiré un peu le chest to bar parce que ça met Ah quand ouais. même un gros stress sur les coudes. Ah ouais, tu sentais au coude toi? Ouais. Ok, ouais. Alors, moi, le chest to bar, je le fais à la poulie, parce que pareil, je sentais que ça me faisait un petit peu mal à la barre classique. Donc ça, après, c'est au besoin de chacun. Faut tester, faut voir les mouvements qu'on a, hein. Typiquement, des trucs tout cons, comme j'ai dit, moi, à la barre fixe, ça me fait un peu mal. À la poulie, j'arrive à avoir un bon focus, à vraiment me concentrer sur le fait de tirer fort au démarrage et tirer longtemps jusqu'à la poitrine, pour pas simplement mourir sur la poitrine, mais vraiment taper fort. Donc après, voilà, ça peut être des exercices qui permettent de maintenir un bon focus. Et faut se dire qu'en fait, souvent on parle d'interférence. Ah, je vais faire tel exercice, ça va me niquer pour mes autres exercices. Genre typiquement, je mets plus de volume sur mes muscle-up, ça va me niquer pour mes tractions. Moi j'aime bien le voir en mode, bah, si tu fais plus de muscle-up, tu fais plus de volume de tirage. Donc tu peux aussi augmenter tes tractions via ça. Ça peut être une stratégie, ça dépend un peu après comment tu le fais. C'est sûr que si tu mets, Ouais. si tu fais vraiment beaucoup de volume muscle-up et que tu es sur des charges très faibles, bah, le début de ta traction elle sera légère, donc ça va pas se transférer tant que ça sur ta traction en général. Ouais. Ouais, de ouf. Donc ça, c'était la répartition de la semaine. Alors. Ouais, c'est ça. Bah, en termes de logique, c'est ça. Tu vois, comme tu disais, après, tu es fan plus du push-pull. Moi, c'est vrai que je suis plus fan d'entraîner bas du corps, haut du corps, même si, pareil, dans ma logique de répartition très dynamique, eh ben, je peux avoir des entraînements où je vais me faire des tractions. Et bah, d'ailleurs, j'ai fait ça hier, où je vais faire des tractions, et ensuite je vais faire du back squat, par exemple. Donc là, bon, c'est pas du pull, mais c'est quand même une répartition où je vais avoir un mouvement du haut du corps, un mouvement du bas du corps. Et je suis quand même plus fan perso de splitter haut du corps et bas du corps. Après, ça dépend vraiment du stress qu'on a. Faut voir un petit peu les douleurs que vous avez. Si vous avez mal aux épaules quand vous faites des dips et que les tractions ça rajoute un stress sur les épaules, et ben faites peut-être pas les deux en même temps dans la même semaine. C'est vraiment une question fait, de faire un puzzle pour réussir à se dire ok, je veux à peu près avoir 2 fois mes exos par semaine. Parce que je sais que c'est comme on l'a dit vraiment, je pense, la répartition optimale. Au-delà, ça commence à faire beaucoup. Et après, bon, bah, faut réussir à faire en sorte d'avoir pas trop d'interactions négatives entre ces exercices, de sentir que je vais faire tel exercice avant, donc celui d'après, bah, je vais pas être défoncé dessus. Typiquement, comme je disais, donc de faire du soulevé de terre et après de faire des tractions, ah bah, je peux vous assurer que si vous vous forcez sur le soulevé de terre, vos tractions, vous allez être éclaté. Et donc de réussir à faire ce puzzle-là, pour réussir à trouver la combinaison qui, vous, par rapport à votre emploi du temps, et ben, vous permettre d'avoir à peu près cette fréquence de 2 fois par semaine pour ensuite bah, pas avoir mal nulle part, gérer votre récupération et éventuellement bah, tourner sur des semaines peut-être un peu plus longues que 7 jours, peut-être avoir des périodes de roulement de 8-9 jours, faire des tests sur ça pour quand même avoir une plus grosse fréquence qu'une seule fois par semaine et en même temps pas avoir mal parce que vous cherchez à avoir trop de fréquences. Ça c'est une stratégie comme on disait tout à l'heure qui est hyper intéressante à ce Ok. niveau-là. Donc je pense on a fait le tour sur la répartition. Et tu voulais parler ensuite de l'intensité, c'est ça, hein? Mais L'intensité, ouais. ça rejoint, de toute façon, tout se connecte. C'est une synergie. Donc l'intensité, en fait, c'est pareil. Moi, je dirais qu'il faut établir, et c'est ce que je fais au départ, quand je démarre un coaching, la question toute bête, voilà, quels sont tes objectifs? Et j'essaye de voir où sont les retards
sur chaque mouvement des athlètes avec qui je travaille. Donc en fait, l'intensité, on va l'amener sur les mouvements qui sont plutôt en retard. On va mettre de côté, entre parenthèses, on les conserve bien évidemment, mais on va même essayer de progresser malgré cela dessus. Mais on va focus enfin moi, un cas qui revient très souvent, c'est un retard sur le squat. Chez les streetlifters, c'est souvent ça, dans 90% des cas. Je connais pas encore de personne qui est venue vers moi qui avait un super squat, enfin un point fort squat, on va dire. Peut-être qu'un jour ça viendra, tu sais, un ancien power. C'est ça, ouais, je vais te dire. Un ancien power qui veut se mettre au street. Et du coup, voilà, donc vraiment focus là-dessus. Ça, on peut faire une petite aparté là-dessus, mais c'est vraiment intéressant. Enfin, sous-estimez pas le squat, parce que c'est souvent un peu sous-coté, mais c'est vraiment... C'est l'exo qui peut faire gagner le plus de points, quoi. Voilà, c'est celui dans le total qui vous fera gagner le plus de points, comme t'as dit. Et donc vraiment focus là-dessus, l'intensité, et des fois voilà, ça va être aussi modérer l'intensité, parce qu'il y a des blessures, il y a des douleurs au coude, souvent au coude, hein, souvent aux épaules, des fois aux genoux, etc. Et là-dessus, je vous redirige vers le podcast qu'on a fait aussi sur tout ce qui était blessures, etc. Donc là, il y aura utilisation d'un tempo, de variations aussi différentes, etc. Donc l'intensité, elle est propre à chacun, et en fait comment elle est évolutive, c'est qu'elle est pas figée, c'est pas genre vous avez une capacité à encaisser qui est pas extensible à l'infini, mais qui va évoluer aussi avec le temps. Donc ça, c'est un truc qu'il faut prendre en compte. Moi par exemple, quand j'ai commencé à titre personnel, quand j'ai commencé le street, j'avais enfin là du coup je dérive un peu sur le volume, mais bon c'est lié. Oui. J'avais un volume par exemple sur les 4 mouvements qui était moins important que maintenant. Maintenant j'arrive à avoir un volume qui est plus important, avec une intensité aussi qui est plus importante. Et tout ça c'est pas venu du jour au lendemain. Donc vaut mieux démarrer plutôt en dessous, on va dire, de ce que l'athlète peut supporter, faire des tests, on va dire, hein, faire un peu des tests au fur et à mesure, et puis agencer, enfin moduler l'intensité et le volume. Voilà, c'est vraiment un travail sur le long terme. Et des fois faut mettre un peu l'ego de côté, ça on le dit souvent aussi, parce que voilà, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ah bah ça c'est sûr, hein. Si tu construis pas la charnière qui peut supporter tout ce que tu veux lui infliger, et ben tu peux être sûr que à un moment ou à un autre ça va finir par péter, quoi. Donc ça après ça sera le problème, c'est que tu penses gagner du temps en te disant je vais plus vite, et finalement t'en perds beaucoup plus, parce qu'après tu dois revenir en arrière, et si t'as pas ce recul de te dire il faut que je fasse ce travail d'aller plus lentement, et ben tu feras qu'alterner ce cycle là en fait. Ah, je vais un petit peu mieux, ok, j'y reviens à fond, et du coup je me repète, et du coup je reviens encore plus loin en arrière que là où j'ai repris, et là c'est la porte ouverte à la régression. Et je sais pas si tu partages le même point de vue que moi là-dessus, mais enfin dans le streetlifting et en power, même en musculation, des fois on voit des mecs hyper doués progresser à une vitesse extraordinaire, et force est de constater que souvent c'est ces mecs-là qui snippent en premier, hein. Enfin j'ai l'impression que c'est un peu le même schéma partout. Non mais c'est vrai, c'est vrai. En streetlifting c'est ça, en fait il y a des mecs qui sont hyper doués, ils vont progresser mais super vite. Sauf qu'en fait, ils ont pas construit des bases avant, vu que c'est un sport de force aussi, ils ont pas une structure qui permet d'encaisser toutes ces intensités et ce volume. Et c'est comme ça qu'ils arrivent très vite à se blesser. Et enfin, moi, je le vois souvent, hein, ça. Hein. Ah oui, mais en power, en street, tous les sports de force, c'est quelque chose de récurrent, ce phénomène-là de t'exploses. En fait, souvent, il faut se dire que les muscles, tissus musculaires et même nerveux, a des capacités d'adaptation qui sont beaucoup plus importantes et rapides
que les tissus entre guillemets passifs, donc les tendons, ligaments, articulations, ce qui fait que en fait, surtout si tu es doué, tu peux progresser de telle sorte à pouvoir augmenter vraiment très rapidement les charges, donc forcément le stress que tu appliques aux tissus, sauf que les tissus, les structures passives, elles vont pas s'adapter aussi vite que les tissus contractiles, ce qui fait que y a un moment où tu vas avoir la courbe qui va se croiser, et il y a un tendon qui va péter parce qu'il sera pas aussi fort que ce que le muscle était capable d'appliquer, tu vois. Un tendon, un ligament, peu importe, mais tu vas commencer à avoir des problèmes à ce niveau-là, quoi. C'est pour ça que même si, je sais pas, vous êtes dans le cas de figure où vous progressez plutôt lentement, faut pas vous affoler. Et c'est peut-être même, moi je trouve que c'est plutôt positif même, parce que déjà vous allez savourer vos progrès, étant donné qu'ils seront plus lents. Et en plus de ça, vous risquez sûrement de vous préserver en fait d'une certaine manière. Et encore une fois, je prends mon exemple. Je pense que avec le recul, je pense que ça c'est un truc qui m'a préservé parce que j'ai pas eu de pic de progression. Ça a toujours été une progression linéaire et dans une certaine mesure, ça a dû contribuer au fait que je sois encore intact à l'heure actuelle. Après tant d'années. Un vestige. Après un vestige. Plus d'un siècle. Et à contrario, c'est ça qui m'a certainement fait me blesser. Enfin, me blesser, j'exagère, mais développer des petites douleurs par-ci par-là. Parce que pour le coup, moi, j'ai eu la capacité d'avoir des pics de progression beaucoup plus importants. Et c'est là où, justement, maintenant, j'y suis énormément revenu et j'ai vachement de recul par rapport à ça. C'est la capacité de se brider dans sa progression. Ça, évidemment, c'est pas permis, on va dire, à tout le monde. Mais typiquement, là, je disais tout à l'heure, finir des blocs RPE 8, 8,5. Mais moi, il y a même des blocs, je suis RPE 7, 7,5. Parce que j'ai atteint l'objectif que je voulais. Je sais que ça va servir dans un processus plus global, dans une continuité, à me faire atteindre un niveau que je veux atteindre. Mais en fait, au lieu de faire, là je pense au squat, parce que moi je suis à fond sur le squat. Et c'est le truc sur lequel je progresse vachement vite en ce moment. Et au lieu de faire, je sais pas, franchement, 250, voire peut-être plus, 252,5, peut-être, je sais pas, à la fin de ce mois-ci, là on est en février, ce qui serait, je pense, jouable, et je vais le faire peut-être que dans, je sais pas, 8 semaines, 9 semaines, 10 semaines peut-être. Et je le ferai, un RPE nécessairement plus bas que si je l'avais fait là maintenant tout de suite, enfin à la fin du mois, et en même temps, je sais que ça va me permettre de pas me péter. Et ça, d'avoir cette logique-là, mais c'est hyper important, parce que quand tu as la capacité de progresser assez vite, tu te rends compte que tu es tout le temps rattrapé par ce phénomène-là. Ce phénomène de les structures passives, elles ne va pas aussi vite que le reste, et du coup, en fait, tu finis par casser, quoi. Et c'est pour ça que d'ailleurs, moi, j'ai une grosse partie de mon entraînement qui est dédiée au renforcement de ces structures passives. Donc ça, après, vous pouvez vous dire comment on fait. Ça, on en a parlé un petit peu dans le podcast sur les blessures, sur la prophylaxie, la prévention des blessures. Et c'est en fait d'utiliser certains exercices et certains protocoles, c'est-à-dire certains régimes de contraction, de privilégier certains régimes de contraction pour déporter le stress sur d'autres tissus et donc créer des adaptations sur ces tissus-là. Typiquement, Marco il avait parlé de l'isométrique pour les tendinites. L'isométrique, donc le fait en fait de produire une contraction sans bouger, comme du gainage, mais pas du gainage parce que ça servirait pas à grand chose dans ce cas-là de faire du gainage planche. Mais admettons vous avez une tendinite au biceps, et vous mettez le bras quasi tendu et vous tenez un poids pas hyper lourd et vous essayez de résister contre le poids qui vient vous ouvrir le bras entre guillemets, vous faire tendre le bras. Et ça peut être intéressant pour des tendinites au niveau du biceps. C'est de l'isométrie, donc je bouge pas, je contracte pas, je fléchis pas le bras, et en même temps je le laisse pas s'étendre, simplement mon bras il reste au même degré d'extension, et ça c'est de l'isométrie, et ça permet de déporter donc le stress sur les tendons. Donc ça c'est un format qui est intéressant. Et typiquement, moi, plus le temps passe, plus j'ai un entraînement où je vais avoir beaucoup de mes exercices, en dehors donc de mes exercices de compétition, qui vont être des exercices qui vont être axés sur ça. Être axé sur le renforcement des structures passives, parce que musculairement j'ai entre guillemets une facilité à me développer, ça va, j'ai toujours été plutôt doué et j'ai fait de la muscu depuis très longtemps aussi, donc j'ai pas mal exploité aussi mon potentiel à ce niveau-là. Donc les mouvements de compétition et les formats que j'ai dessus me permettent d'avoir un développement musculaire tout à fait correct, sachant que je remplis déjà bien mes KT, donc en vrai je peux me permettre de lever le pied on va dire là-dessus. Et du coup je vais mettre vraiment toute la patate sur le renforcement des tendons, ligaments et capsule articulaire via les protocoles de Pace and Race que j'avais expliqué
podcast sur la prévention des blessures. Et ça, typiquement, je trouve que plus on exploite son potentiel en fait de développement de la masse musculaire, d'hypertrophie, et plus après il faut allouer de son temps à ça pour réussir à pas se péter, parce que tu sais, c'était un truc tout con, ça c'était dans la méthode de Lavier, je me rappelle plus des chiffres exacts, mais c'était en gros une étude qu'ils avaient mis en avant, c'était on avait fait une biopsie en gros de tendon du quadriceps d'haltérophile de haut niveau, et on voyait que par rapport au quadriceps, donc le tendon associé, genre le quadriceps il était hypertrophié par rapport à un individu lambda, un mec sédentaire normal, de je sais pas 300 et quelques pourcents, genre un truc de ouf. Et par contre le tendon du quadriceps, donc le tendon auquel le quadriceps est rattaché, il était hypertrophié par rapport à un mec lambda, le même, en moyenne que de, je sais plus, genre 30%, quoi, un truc ridicule. Donc 300% de masse musculaire en plus, mais 30% d'hypertrophie du tendon en plus. Donc forcément, on se rend bien compte qu'il y a un moment, ça va péter, quoi. Ça va péter. Ouais. Non, ouais, voilà. c'est ça. C'est ça, ouais, c'est ça. Faut vraiment essayer de combler ce gap. Et c'est vraiment, moi, c'est la majorité de mes entraînements maintenant sont vraiment axés là-dessus. Concrètement, je fais énormément de protocoles de ce type-là pour pallier à ça, quoi. Mais après, quand on est débutant, il y a un potentiel d'hypertrophie à développer. Faut pas faire ça. Pas que ça. Pas dans cette même ampleur, on va dire. Ouais, c'est ça. Ouais, faut prioriser. Faut voir la stratégie, avoir une stratégie par rapport au développement musculaire en priorité, quoi. C'est ça, c'est ça. De toute façon, faut faire 100% aux besoins, aux fonctions du besoin. Ouais, c'est ça. Donc là, répartition dans la semaine, intensité, volume, on l'a abordé en même temps en fait. Et puis, tu voulais parler d'autres choses encore ou pas, Victor? Là, écoute, je suis en train de réfléchir, mais on a fait plutôt bien le tour, je pense. On a donné pas mal de clés, pas mal d'indices. Si toi, t'as quelque chose d'autre qui te vient en tête, mon gros Marco. Je pense que peut-être même que tu rebondiras sur ce que je vais dire là. Ce que je vois aussi beaucoup quand je démarre une collaboration avec quelqu'un, c'est que vous avez tendance, et j'ai eu tendance, et Victor aussi a eu tendance à en faire trop. Oui, déjà, depuis qu'il y a les réseaux, depuis que les réseaux se démocratisent et qu'on voit des perfs extraordinaires partout et des mecs qui font des volumes incroyables à l'entraînement, voilà, les gens prennent exemple sur eux, retranscrivent en fait dans leur entraînement ce qu'ils voient, et ça c'est une mauvaise idée parce que ces mecs-là c'est des champions. Et en fait, ça représente une infime partie de la population. Alors peut-être que vous en êtes un aussi, hein, mais il y a quand même très faibles chances. Donc vraiment, c'est ça. Peut-être, parce qu'il y en a aussi qui sont surpris quand ils voient vraiment une programmation power ou street, de se dire ah ouais, mais en fait finalement il y a que ça, quoi. Sauf qu'il y a que ça, mais en vrai, des fois, les entraînements, ils durent entre 2 et 3 heures. Donc, c'est juste aussi qu'il faut prendre le temps de récup suffisant. Faut prendre le temps aussi d'échauffement suffisant. Ça aussi, on en avait déjà parlé. Donc, vraiment, peut-être même des fois, réfrénez-vous sur ce qu'on appelle aussi le junk volume. C'est ça, du volume à outrance. En plus de ça, c'est le meilleur moyen de se cramer nerveusement, de dégrader sa technique. Perso, moi, j'en vois que des désavantages. Sur le long terme, en tout cas, c'est pas intéressant. Donc, vraiment faire un peu ces petits apartés là-dessus, là, que je le vois souvent. Donc vraiment peut-être revoyez un peu votre volume à la baisse. C'est vrai, c'est comme tout, faut être progressif. C'est qu'il peut y avoir des intérêts à accumuler des gros volumes, mais déjà il faut le renvoyer sur le volume de la semaine. C'est-à-dire que si vous avez une séance où vous avez peut-être 6-7 séries de traction, de dips, de squat, de ce que vous voulez, ça peut être jouable, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais après il faut se dire que si vous avez une deuxième séance avec ce même mouvement-là, est-ce que vous allez à nouveau faire 6-7 séries ? Là, ça va peut-être être moins pertinent. Ça peut être intéressant de revoir le mouvement
pour augmenter la fréquence, parce que la fréquence, plus on a de fois le mouvement dans la semaine, évidemment, plus on aura de séries dans la semaine, mais même si je fais, admettons, 5 séries de squat jour 1, 5 séries de squat jour 3, donc j'ai 10 séries au total, c'est pas la même chose que si je fais 10 séries de squat jour 1 et que je fais pas de squat un autre jour, en gros. C'est pas tout à fait la même chose. Même si le volume total est le même, voilà, la fréquence, l'exposition est différente, donc c'est un peu différent. Mais en tout cas, voilà, faut voir aussi le truc de manière globale. Vous pouvez opter pour cette stratégie d'augmenter le nombre de séries, même si ça se discute toujours. Tu sais, ça me fait penser, là, parce que je fais aussi du coaching dans une box de CrossFit, et je coach en gros des CrossFitters pour qu'ils progressent en force, pour que ça se transfère et que ça les aide dans le CrossFit. Et donc il y en avait un qui me disait, mais pourquoi est-ce que tu nous fais pas faire de 5x5 ? Tu sais, mais en mode, comme si le 5x5, tu sais, c'était genre, il m'avait dit, pourquoi tu nous fais pas faire de 5x5 ? Pourquoi tu nous fais pas faire de 3x3 ? Et je lui dis, bah, je sais pas, tu vois, ça se trouve, je me rappelle plus, mais ça se trouve à un moment, on est passé par un truc, sur un de tes exercices, t'avais peut-être 5 séries de 5, tu vois. Mais c'était pas le programme à proprement parler du 5x5, comme on peut le sous-entendre. Mais le 5x5, c'est un format en fait. C'est juste, tu fais 5 séries de 5, ça n'a rien de magique, tu vois. C'est un format, tu choisis un pourcentage, ça peut être transitoire, tu peux passer par ça. Ça se trouve, la semaine d'après, tu feras 4x6. Ça se trouve, la semaine d'après, tu feras 5x4, on s'en fout, tu vois. Et avec plus lourd, moins lourd, voilà, etc. Mais tu passes par ça. Donc en fait, il n'y a pas de format magique. Il y a toujours une logique de progression globale. À quoi le mec il répond ? Comme disait Marco tout à l'heure, et ben, sur les muscle-up, lui, il se bouffait 8-10 séries sur une séance. Ça l'a aidé à un moment, ça lui a permis de construire un truc. Ça peut être une stratégie à employer quand on est débutant sur le mouvement. Mais là, maintenant, il fait plus ça. Donc typiquement, ça l'a aidé à un moment. Pourquoi il ne le fait plus ? Est-ce qu'il le fait plus parce que c'était pas une bonne stratégie ? Bah si, ça pouvait être une bonne stratégie à ce moment-là, dans son contexte, par rapport à ses objectifs, le focus qu'il avait dans sa programmation globale, ses exercices, etc. Maintenant, ça l'est peut-être plus, parce que s'il refaisait 8-10 séries, et bien certainement que comment il a agencé sa programmation sur ses autres exercices, là, ça cracherait, parce que tout s'équilibre, en fait. Il faut avoir cette logique de tout s'imbrique, les exercices s'imbriquent les uns par rapport aux autres. Ouais. Très beau mot de fin, ça. Il faut que tout soit pris dans une globalité et tout s'imbrique. Très bien ça, Victor. Très très fort. C'est une belle, c'est un beau discours. Mais c'est vrai qu'il faut avoir cette logique-là. Faut pas faire les trucs, faut pas être dogmatique en se disant ça va être magique, c'est le format qu'il me faut, ça peut être intéressant à un instant T. Et c'est pas parce que tu l'as fait à un moment et que tu le fais plus maintenant que bah en fait c'était pas pertinent de le faire avant, ou c'est pas parce que tu le referas après, etc. Chaque truc va répondre à une problématique à un moment par rapport au plan que tu vas avoir. Donc après, ça dépend le plan que tu as, comment tu abordes les choses, etc. Mais c'est pour ça qu'après, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui a ce recul-là, tu vois. Mais qui peut être le marionnettiste derrière, on va dire. Ouais, c'est ça. Bon, bah, je pense que c'est la fin du podcast. Je vous remercie en tout cas de l'avoir écouté. Vous pouvez nous noter sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur YouTube. N'hésitez pas aussi à nous laisser des commentaires. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différents réseaux, Instagram, Victor Scarlatti pour Victor. C'est Victor tiré du bas, hein. C'est tiré du Non, c'est Victor tout attaché Scarlatti. Ah, voilà, tout attaché Scarlatti. Et pour moi, Lift Trainer sur Instagram, YouTube. Voilà, bah je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Salut. Ciao.